Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Travaillons ensemble pour protéger nos enfants contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. C'est sous ce thème que s'est tenu il y a 2 jours, le 8 février dernier, l'édition 2022 de Safer Internet Day, un événement organisé depuis 2018 par le Maroc, mais qui a été lancé en 2004 par l'Union européenne et repris par le réseau INSAF, un réseau composé de 31 centres de sensibilisation nationaux à travers l'Europe. Aujourd'hui, le Safer Internet Day a largement dépassé les frontières européennes pour devenir un événement mondial, célébré par plus de 150 pays à travers le monde, pour promouvoir un Internet sûr et sensibiliser toutes les parties concernées, enfants, parents, communautés éducatives, institutionnelles, à l'importance de la protection des enfants contre le côté obscur de la toile. Et pour parler des risques et des dangers d'Internet pour les enfants et les jeunes et du rôle central de l'éducation numérique et de la sensibilisation à un meilleur usage responsable et positif de cet outil qui a envahi notre quotidien et dont l'usage s'est intensifié avec la pandémie, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype Madame Amal Hassoun, spécialiste en développement personnel et membre de RESIS, le Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires, un partenaire du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports dans la lutte contre le cyberharcèlement et l'intimidation dans le milieu scolaire. Madame Amal Hassoun, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci madame, je vous en prie. Alors, quels sont les principaux dangers auxquels sont exposés nos enfants dès qu'ils sont en ligne et quels nouveaux risques sont venus s'ajouter avec la conjoncture de la pandémie et l'intensification de l'usage d'Internet ? Tout simplement, les enfants, nos enfants sont vraiment exposés à toute les prédateurs qui existaient dans la nature. Ils ont trouvé une autre voie pour s'attaquer aux enfants. Donc les cyberprédateurs, c'est le grand risque. Nos enfants peuvent être exposés à des images choquantes. On sait qu'il y a des contenus pornographiques. Les enfants peuvent avoir bien sûr la divulgation de leurs données personnelles, des fois en mal paramétrant leurs données, ils peuvent donner accès aux prédateurs aux données de leurs parents, les données bancaires, les données des mails, etc. Donc, ils exposent des fois leur famille et puis, bien entendu, le gros chantier sur lequel, qui est devenu un chantier énorme, surtout avec la pandémie et l'usage des outils de communication, c'est le cyberharcèlement. C'est devenu un phénomène et un fléau énorme contre lequel tout le monde est en train d'œuvrer. Parce qu'avant, le harcèlement des enfants ou des gens que ce soit en milieu scolaire ou dans la rue, c'est un phénomène qui existe toujours, mais il était plus ou moins un petit peu visible. Mais là, le problème, c'est que c'est un phénomène d'harcèlement qu'on ne voit pas forcément, qui se passe dans l'intimité et sur lequel on n'a aucun contrôle. Et en plus, comme les enfants sont connectés pour des cours à distance, ils peuvent toujours prétexter des révisions ou pour être connectés. C'est ça le problème, c'est que c'est... Tout à fait. C'est-à-dire que nos enfants, on leur a mis entre les mains des outils puissants. Voilà, comme vous l'avez dit, avant, nos enfants, quand ils rentraient, moi je suis grand-mère, j'ai pas eu les mêmes défis de l'éducation avec mes enfants. Quand ils rentraient à la maison, je savais qu'ils étaient en sécurité. Alors que là, je vois pour mes petits-enfants et tous les enfants de cette génération, même quand ils rentrent à la maison, ils ne sont pas dans un espace sécure. Parce qu'il y a justement ces outils. Et bien entendu, avec l'enseignement à distance, c'est devenu encore plus compliqué. Parce qu'avant, on pouvait dire pose ton ordinateur, pose ton téléphone et c'est terminé. Là, ils peuvent, comme vous l'avez si bien dit, prétexter un cours, une recherche, une communication avec les camarades. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont exactement. On n'a aucune idée. Absolument. Et puis auparavant, il y a peut-être 20-30 ans, c'est que la maltraitance à l'école ou bien des enfants en souffre-douleur, quand ils rentraient de l'école, on pouvait ou voir des marques de coups ou bien ils arrivent en pleurant. Le problème, c'est que c'est une maltraitance, c'est un harcèlement insidieux
et tout à fait. invisible. À- Tout, tout à fait. C'est très important ce que vous dites parce que c'est vrai que en même temps, les enfants avant, quand ils rentraient, ils pouvaient avoir des marques oui, et des fois ils le cachaient bien, mais bon, oui, on pouvait les voir. Et autre chose, quand ils rentraient à la maison, ils avaient un moment de répit. oui, Voilà, ils sont chez eux, ils vont souffler se et le lendemain, déconnecter. ça pouvait reprendre. Absolument. Alors que maintenant, le harcèlement, il peut continuer 24 heures sur 24. On peut recevoir des centaines et centaines de messages Oui, en 24 heures et les enfants n'ont plus de répit, n'ont plus cet absolument. espace pour souffler, pour se reconnecter à eux. Et en plus de ça, comme vous l'avez très bien dit, les enfants le font sans que nous, on le sache. Donc, Ça. quand les parents, parce que les parents ils ont peur et donc des fois il y a de l'interdit et l'enfant n'ose pas dire ce Mhm, qu'il a fait. mhm. Et en même temps, quand on les sensibilise, il y a des traces, comme vous avez dit, Oui, il y a des outils pour laisser les traces et peut-être qu'on aura absolument. l'occasion d'en parler ensemble. Oui. Alors, Résiste, le centre dont vous êtes membre, Mhm. qui est pour citer, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors c'est le centre des ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Ce centre-là lutte et il est engagé depuis des années dans la lutte contre le harcèlement et les souffrances scolaires des élèves sous toutes leurs formes. Euh, Pouvez-vous, Madame Hassoun, nous présenter ce centre pour ceux qui ne le connaissent pas, D'accord. ses missions, ses engagements, ses structures et ce que vous avez constaté comme changement, vous qui êtes constamment sur le terrain, au contact des enfants et des jeunes ces dernières années dans les formes d'harcèlement chez cette catégorie, avec justement l'explosion de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Et qui êtes-vous d'abord, ce centre qui travaille avec les enfants et les jeunes depuis des années? Bien sûr. Alors oui, merci de me donner l'occasion de parler de Rhésis. Rhésis, c'est à l'origine deux personnes, Jean-Pierre Belon et Marie Cartier, qui sont deux experts en la matière. Ce sont que ce soit Jean-Pierre ou Marie, ils ont écrit de nombreux ouvrages qu'on peut trouver en librairie. Et toute la réflexion, alors l'histoire, je vais raconter quand même un petit peu l'histoire de Rhésis, parce que Jean-Pierre est un professeur de philosophie, donc c'est un enseignant, Mhm, et très vite il a été sensibilisé à cette histoire d'intimidation et il a mhm, commencé à chercher, il a été pionnier avec Bertrand Gardette, il a commencé à chercher des outils pour traiter, il voulait comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à traiter l'intimidation scolaire. Et puis de fil en aiguille, il arrive jusqu'en Suède, il va voir Picasse qui est le créateur de cette méthode. Il est décédé, oui, Picasse est décédé le 1er novembre et c'est lui qui a mis en place cette méthode de la préoccupation partagée. Alors mhm, cette méthode, une fois qu'il l'a rencontrée, il l'a ramenée en France, il a commencé à l'appliquer, mais il avait une grosse frustration, mhm, c'était il arrivait à travailler avec les intimidateurs, mais il n'avait pas accès à la cible. Et de l'autre côté, il y avait Marie Cartier qui, elle, est agrégée de français, elle aussi, elle oui, était enseignante et elle était formée à l'approche systémique mhm, de Palo Alto. Et elle travaillait sur la souffrance scolaire et elle travaillait avec les victimes et les familles des victimes. Donc elle avait l'autre bout du problème. oui, Et donc, et avec les frustrations de ne pas avoir accès aux intimidateurs. Et mhm, donc le ministère de l'Éducation nationale français les a réunis en leur disant, bah, écoutez, vous travaillez tous les deux sur un bout de oui, la problématique et donc mhm, unissez vos forces. Et ça a donné la méthode de la préoccupation partagée mhm, revisitée et adaptée au contexte francophone. Alors moi, dans cette histoire, j'ai fait la rencontre de ces personnes parce que moi-même, j'ai travaillé longtemps dans un établissement scolaire oui, et je travaillais sur la souffrance des élèves et moi, j'avais les deux bouts. J'avais et les intimidateurs et les les intimider, oui, les victimes. victimes. Et donc, ensemble, on a uni nos forces et là, on a créé Résiste aussi Maroc Mhm, et que je représente. Donc, oui, on a vu quand même l'évolution de l'intimidation. Moi, avant, je traitais l'intimidation physique mhm, et c'était ok, voilà, il y avait oui, cette technique, elle fonctionnait très bien et avec Internet, malheureusement, parce que, enfin,
Internet, c'est un outil merveilleux. La preuve, aujourd'hui, je suis avec vous grâce à Internet. Oui. On va pas C'est à deux revers. Voilà. Après, oui. Mais malheureusement, il y a des règles, il y a des outils à mettre en place pour élever le niveau de conscience et responsabiliser les uns et les autres par rapport à l'usage. Et donc, dans l'établissement scolaire, je me retrouvais à travailler sur le sexting. C'est quand une personne remet dans un cadre intime une photo et elle se retrouvait avec sa photo sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui amène, si la victime n'est pas prise en charge par des professionnels, ça peut mener au suicide et il y en a eu malheureusement. Il y en a eu. Donc voilà, bien sûr on voit cette évolution, mais ce qu'on voit aussi c'est que sur le terrain, c'est que lorsqu'on travaille sur l'intimidation, quand il y a une équipe qui traite l'intimidation au sein de l'intimidation scolaire, au sein de l'établissement, eh ben il y a des choses, ça s'atténue et il y a des solutions parce que comme on le dit, l'intimidation scolaire physique et le cyberharcèlement, c'est comme deux branches d'un vase communicant et donc voilà, ça communique très bien. Alors il y a un très beau projet, le 8 février, c'était aussi l'occasion de le lancer, un projet qui est initié par Rhésis, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, et le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, corrigez-moi si je me trompe, Madame Hassoun, avec l'appui du Conseil de l'Europe, un projet pilote de lutte contre le cyberharcèlement et l'intimidation dans le milieu scolaire, qui est basé sur la méthode que vous avez déjà évoquée, celle de la préoccupation partagée. Pouvez-vous nous développer un petit peu plus en quoi consiste cette méthode et quels sont les principaux axes de ce projet et quelle région, quel établissement va-t-il concerner ? Alors, il y a eu déjà un lancement d'un projet pilote pour les lycées, pour 3 académies, une à Salé, une à Rabat et une à Témara. Donc, les enseignants sont déjà formés et ça a été mis en place au mois de janvier. Là, le lancement le 8 février, nous avons eu le plaisir d'apprendre qu'il y aura une extension du projet pilote aux académies toujours il y aura Rabat Salé, Kénitra, les académies, ces 3 académies, mais au niveau du collège, donc pour par la suite comparer ce qui se passe au collège et les académies de Marrakech et Asfi. Donc ça va être en partenariat effectivement avec Rhésis et avec le CMRPI qui fait aussi un travail formidable sur le terrain. La préoccupation partagée en quelques mots. Oui, alors c'est une méthode qui permet en même temps de prendre en charge parce que la cible, ce qui manque dans les établissements, c'est que la cible puisse parler. Parce que dès qu'une cible arrive à sortir de son silence, eh ben les intimidateurs en général, ils sont ça les calme un petit peu. Et s'il y a un adulte qui prend en charge la cible et surtout que la cible, ça pourrait être n'importe quel enfant, parce que nous avons pas mal de clichés. Celui qui est intimidé, c'est le plus faible, le moins. Et on voit sur le terrain que n'importe quel enfant peut tomber dans ce piège. Et ça, c'est important à comprendre et c'est important que les enseignants et les éducateurs puissent le voir parce que ça leur permet de mieux ouvrir les yeux parce que des fois, on voit des filles et des garçons, des élèves très forts et on n'imagine pas qu'ils puissent être harcelés ou intimidés. Donc, c'est vraiment la prise en charge. Il y a une partie de l'équipe qui va prendre en charge la cible, la rassurer, lui redonner confiance et lui donner un nouveau souffle pour se sortir de là. Et en même temps, l'autre partie de l'équipe, elle va mener des entretiens dans un temps très court avec les intimidateurs présumés, avec une fermeté, mais en même temps sans que ce soit dans la sanction. La sanction, elle est toujours là, on peut toujours l'utiliser, mais ce qu'on privilégie dans cette méthode, c'est l'éducation, la solution. C'est-à-dire que les enfants, quand moi je
l'expérience me l'a montré. Quand les enfants étaient dénoncés comme intimidateurs, ils venaient et que je les appelais, comme on dit, ils lâchaient très vite l'affaire. Ils disaient oui, madame, voilà. Et donc on les invitait à chercher une solution. Et ils sont pleins de ressources. Il faut leur faire confiance et leur donner cette foi aussi pour se sortir de ces situations-là. Voilà. Alors, Madame Hassoun, que pensez-vous de ce qui est fait au Maroc par les institutions, le ministère de tutelle, les académies, pour lutter contre la protection, pour faire de la protection en ligne et faire de l'éducation numérique? Cette pandémie, vous trouvez qu'elle a peut-être sensibilisé davantage, qu'ils sont beaucoup plus réceptifs, qu'ils ont compris? Avant, c'était le tissu associatif qui se battait, mais maintenant, peut-être qu'il y a une plus grande prise de conscience. Vous le sentez? Alors, c'est vrai que y a la direction, il y a Génie qui est là depuis des années, qui fait un travail formidable. Mais la pandémie a permis, parce que moi-même, je ne connaissais pas beaucoup je ne savais pas ce qui se passait dans mon pays. Et cette pandémie m'a permis de voir qu'il y a des choses formidables qui ont été mises en place. Mais malheureusement, on n'avait pas cette conscience. Moi-même, je travaillais sur le cyberharcèlement et quand j'avais besoin de signaler ou de supprimer un contenu, je me retournais vers vers l'étranger, alors que nous avons tout ce qu'il faut au Maroc, que ce soit pour le signalement, que ce soit pour la protection, pour la sensibilisation, pour l'éducation. Franchement, il y a un travail formidable, je le dis avec beaucoup de fierté, parce que c'est vrai que on n'arrive pas à voir toutes ces choses-là qui sont faites, mais un travail formidable et je peux en témoigner parce que je vois ce qui se fait sur place. C'est vraiment, il y a des belles choses. Il y a toujours encore du travail, il y a encore du chemin. Et chaque 8 février et comme le 16 novembre aussi, ce sont des journées importantes pour dire, voilà, pour rappeler. C'est comme toutes les commémorations, mais ça ne nous empêche pas, comme disait hier la directrice, enfin le 8, pardon, la directrice de Génie, elle disait, c'est pas juste le 8 qu'on devrait parler de cela et qu'on devrait faire des efforts. Mais c'est tous les jours. Et merci aussi aux médias parce que c'est un travail aussi de sensibilisation, et puis élever le niveau de conscience collectif. Et peut-être ce partenariat avec Rési, c'est le meilleur exemple de cette prise de conscience avec les gens qui y ont travaillé, et vous ou d'autres associations. Je voulais vous demander, Madame Hassoun, comment on peut aider les parents? Parce que c'est souvent à la maison que les enfants et les jeunes sont le plus connectés. Comment les parents peuvent protéger leurs enfants des réseaux et de ces outils technologiques qui ont un peu cannibalisé notre quotidien et notre vie? Alors là aussi, moi j'ai découvert en mettant les pieds dans ces projets les belles ressources mises en place par Ihimaya, par EMC, Espace Maroc Cyberharcèlement, par le CMRPI. Franchement, il y a d'excellentes ressources. Et hier, enfin le 8, on avait, je sais pas pourquoi je suis fixée sur le hier. Oui, mais c'est avant-hier, oui. C'est avant-hier, la journée du CID. Il y avait des parents qui ont témoigné, il y avait des mamans formidables qui disaient que elles étaient tout le temps en conflit avec leurs enfants sur l'usage parce qu'elles ont peur et c'est normal, c'est comme nous tous, on veut protéger. Et grâce aux séances de sensibilisation données par le CMRPI, par EMC, etc., par un groupe de jeunes qui fait un travail formidable, ils ont permis à ces mamans, à ces parents de mieux protéger leurs enfants, de savoir, elles ont compris comment paramétrer et pourtant il y avait des mamans qui n'ont pas été à l'école et donc elles ont compris comment paramétrer avec leurs enfants, comment les protéger et Internet n'est plus un sujet de dispute, c'est devenu un sujet de croissance, un outil de croissance pour toute la famille et de partage et c'est vraiment je suis fière de voir toutes ces actions sur le terrain. Alors, Madame Hassoun, il y a le problème de l'harcèlement, de la cyberviolence. Et puis, il y a un autre problème, très grave aussi, celui de l'addiction, plus ou moins importante des enfants. Ça dépend, c'est des degrés. Les enfants aujourd'hui naissent avec des smartphones à la main. Comment éviter cette addiction ou comment arriver à ce sevrage, parce qu'il s'agit d'une véritable drogue,
un sevrage en douceur, un sevrage intelligent, sachant que Internet est aujourd'hui au cœur de leur vie. Il fait partie du système éducatif. On ne peut pas leur enlever complètement Internet ou les empêcher de se connecter. Mais ce problème d'addiction, c'est un véritable problème. Les enfants, maintenant, il y a des enfants qui n'arrivent même plus à regarder les adultes dans les yeux parce que, et j'en ai vu beaucoup, parce qu'ils passent toute la journée sur leur écran, ils ne vous fixent pas dans les yeux, il y a des problèmes de concentration. Et le soir, en cachette, dans leur lit, ils sortent le smartphone. Comment faire quand un enfant est vraiment addict et que ça devient un véritable problème? Comment on peut les aider? Alors, c'est vrai que l'addiction, c'est pas tout à fait mon rayon, mais moi, je peux dire ce qu'on peut faire avant d'en arriver là. Tout le travail d'éducation, même de sensibilisation des parents, parce que c'est vrai que très souvent, on voit des parents par facilité et confiance. Des fois, c'est hyper. On a des journées chargées, on a la solution de facilité. Les parents sont sous pression aussi avec la pandémie. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et du coup, ça devient un outil, on se dit, dans l'imaginaire des parents, mon enfant est devant moi, il est en sécurité, ouf. Il est devant mes yeux, je le vois physiquement, alors qu'il est ailleurs. Il est même tétanisé, il bouge plus. Sauf que on réalise pas cette addiction. Et c'est qu'après qu'on le réalise. Donc, oui, l'usage, ça ouvre les enfants à toute la richesse du monde. Mais en même temps, apprenons-nous, adultes, à l'utiliser correctement. Déjà, nous, les adultes, ne pas tomber dans cette addiction. Déjà, nous sommes des modèles pour eux. Quand on arrive à la maison, on pose son smartphone. Est-ce qu'on a des moments de partage avec nos enfants et notre famille sans ces outils-là? Que ce ne soit pas en face de la télé, qu'on mange pas en face de la télé, pas en face d'un ordinateur, qu'on pose les téléphones et qu'on se parle, qu'on demande à un enfant comment il a passé sa journée, etc. Donc, avec qui il s'est amusé, qu'est-ce qu'il a appris à l'école, et avoir des ressources non numériques, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre, jouer à des jeux de société. Il y a quelques jours, j'ai sorti des osselets. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à ça. Mes petits-enfants étaient émerveillés de jouer aux osselets. Ça fait du divertissement. On peut faire plein d'activités. Les enfants ont besoin de jouer, de s'amuser. Ils ont ce besoin-là. Alors, trouvons les moyens de les divertir. C'est vrai que les ressources sur Internet sont incroyablement riches, mais exploitons ces ressources pour leur trouver des moyens de sortir de l'écran, de faire des activités, de partager en dehors des activités, éviter la facilité de les mettre devant un écran. C'est une tétine des temps modernes pour les tout petits aussi, on le met devant un téléphone et puis. Tout à fait. Tout à fait, et on s'oublie. On s'oublie. Madame Amal Hassoun, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en développement personnel et membre de Résiste, le Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.